Chaque année, les publicités pour la fête des mères arrivaient plus tôt. Des colliers scintillants, des bouquets de roses, des visages radieux envahissaient l'écran, chacun rappel cruel de ce que j'avais perdu. Assise dans un coin de mon petit salon parisien, la télévision bourdonnait d'en fond une tasse de thé à moitié froide entre mes mains. L'arôme de jasmin peinait à masquer l'odeur de solitude qui s'accrochait au mur. Pas de message, pas d'appel, juste le silence. J'avais appris à m'en protéger, enveloppant mon cœur d'une indifférence feinte. Chaque année, je me répétais que ça n'avait pas d'importance, que c'était juste un dimanche comme les autres, que je n'avais pas besoin d'une carte, d'une visite, d'un simple bonne fête des mères pour prouver ma valeur. Et pourtant, chaque année, ça faisait mal. Je me suis enfoncée dans mon vieux fauteuil, laissant les souvenirs m'envahir. Il y avait eu des années où j'avais songé à l'appeler en premier. J'avais même rédigé des messages. Mon chéri, je pense à toi. Mais la fierté, ou peut-être l'instinct de survie, m'avait retenue. L'amour n'est pas l'amour s'il doit toujours supplier. L'horloge murale a sonné midi. Dehors, la rue du Faubourg Saint-Antoine était calme le printemps, drapant le monde de vert tendre et de jaune lumineux. Quelque part, une famille riait le son flottant par la fenêtre ouverte comme une moquerie. J'ai fermé les yeux, laissant le poids des années s'enfoncer plus profondément dans ma poitrine. 24 ans. C'est le temps qui s'était écoulé depuis que mon fils m'avait parlé sans rancune. 24 ans sans une vraie conversation, sans un aperçu du petit garçon que je berçais jadis, dont j'embrassais les genoux écorchés. Quelque part, le fossé entre nous était devenu trop large pour être comblé, du moins c'est que je croyais, jusqu'à cette année. Le téléphone a sonné à 14h07, précise. L'écran s'est illuminé avec un nom que je n'avais pas vu depuis des années, Julien Moreau. Un instant, je n'ai pas bougé, pas respiré. J'ai fixé l'écran, m'attendant presque à ce qu'il disparaisse comme un mirage. Mon cœur battait à tout rompre, pas d'espoir, pas de peur, mais d'une émotion brute indéfinissable. Mon pouce a hésité tremblant légèrement avant que je ne décroche. « Maman », a-t-il dit la voix fragile prudente. « Bonne fête des mères », je me disais, peut-être qu'on pourrait se voir cette année. J'ai serré la tasse contre ma poitrine comme si la porcelaine pouvait apaiser la tempête qui grondait en moi. Après 24 ans de silence, mon fils m'avait appelé. Et moi, Dieu me pardonne, je voulais encore y croire. Un instant, j'ai cru que l'appel allait couper. Peut-être qu'une main invisible trancherait la ligne avant que je ne fasse le mauvais choix, avant que je ne dise la mauvaise chose. Mais les secondes s'étiraient. Lourdes, c'est Julien attendait. « Maman », a-t-il repris plus doucement. Je pensais, on pourrait passer la fête des mères ensemble, juste toi et moi. Les mots semblaient presque tendres. Presque. Je voulais y croire. Me laisser emporter par l'illusion qu'après toutes ces années, quelque chose de vrai avait survécu entre nous. Qu'au-delà de la distance et du silence, un fil ténu reliait encore une mère à son fils. Mais quelque chose dans sa voix sonnait faux. Il y avait de la chaleur, oui, mais trop polie, trop calculée comme un vendeur répétant son discours devant un miroir. Cette chaleur enrobait ces mots d'une couche que je ne pouvais nommer, mais en laquelle je n'avais pas confiance. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille. « La fête des mères », ai-je répété la voix rauque. A-t-il répondu trop vite ? On pourrait déjeuner quelque part, parler, rattraper le temps perdu, perdu. Tu m'as manqué. Manqué. Les mots sont tombés vides au creux de mon estomac. J'aurais dû lui demander pourquoi maintenant, après 24 ans, après des anniversaires oubliés des fêtes passées sans appel ni lettre. J'aurais dû exiger de savoir quel miracle avait fait fondre la glace. Au lieu de ça, je suis restée là, sentant quelque chose de profond, plus ancien que le chagrin, plus lourd, que la colère remuer et me faire mal. « Quand ?» ai-je demandé la voix prudente. « Demain », a-t-il dit. « Je passe te chercher vers midi. Ce sera bien maman. Tu verras. » Je voulais en savoir plus. Où irions-nous? Qui d'autre serait là? Je voulais lui demander s'il se souvenait de la couleur des fleurs que j'aimais, s'il se souvenait de quoi que ce soit me concernant. Mais les mots se sont desséchés avant d'atteindre mes lèvres. « D'accord », ai-je fini par dire les syllabes étranges dans ma bouche.
Il a ri un son clair forcé et a promis de rappeler le lendemain matin. Quand la ligne s'est tue, j'ai fixé le téléphone longtemps. Il lui avait fallu 24 ans pour appeler. Il m'avait fallu moins de 20 secondes pour dire oui. Et quelque part, sous l'espoir fragile qui vacillait dans ma poitrine, une vérité plus sombre murmurait « Prends garde. Tous ceux qui frappent à la porte ne rentrent pas à la maison. Parfois, ils viennent chercher quelque chose. » Je m'appelle Claire Dubois. Il fut un temps où je croyais que le sacrifice pouvait acheter l'amour. Après le divorce, il n'y avait ni temps pour pleurer, ni place pour les larmes. Il y avait des factures à payer un garçon, à élever une vie, à reconstruire des cendres laissées par mon mari. D'une mère au foyer, je suis devenue une femme qui nettoyait des chambres d'hôtel, le jour remplissait des rayons de supermarché la nuit et cousait pour des commandes freelance le week-end. Le sommeil était un luxe que je ne pouvais m'offrir, et la fierté quelque chose que j'avais mis en gage avec mes bijoux pour garder l'électricité. J'ai sauté des repas plus souvent que je ne peux compter. Certains soirs, mon dîner se limitait aux croûtes que Julien laissait dans son assiette avalée sans me plaindre. Les matins d'hiver, je superposais des pulls chinés en friperie sous mon manteau pour pouvoir lui acheter une bonne paire de bottes. Chaque genou écorché, chaque toux au milieu de la nuit, je les ai affrontés seuls, les mains tremblantes, mais assez fermes pour essuyer les larmes et donner des médicaments. Quand Julien a été accepté à l'université, j'ai cru que mes années de sacrifice avaient enfin porté leurs fruits. Je me souviens encore debout devant le bureau des admissions, sa lettre d'acceptation serrée dans ma main, les larmes coulant sur mes joues. Pas pour moi, jamais pour moi, mais pour lui. Il aurait une vie meilleure. Il ne connaîtrait jamais le goût de la désespérance qui collait à ma langue. J'ai pris des heures supplémentaires pour l'envoyer à l'université. J'ai contracté des prêts que je ne pouvais rembourser, vidé mes cartes de crédit et vendu discrètement les derniers bijoux de ma mère, ceux que j'avais gardés, pensant naïvement qu'un jour je les transmettrais à une fille que je n'ai jamais eue. Quand Julien est parti valise à la main et rêve dans les yeux, je me suis dit que ça en valait la peine, qu'il se souviendrait. Mais il ne l'a pas fait. Le jour de sa remise de diplôme, j'étais assise au dernier rang de l'auditorium universitaire, un programme froissé entre les mains. Je n'étais pas sur la liste des invités, je n'étais même pas sûre qu'il savait que j'étais là. De loin, je l'ai vu lancer son chapeau, en l'air rire avec ses amis posés pour des photos avec ses professeurs et camarades. Aucun regard cherchant le mien dans la foule, aucun sourire destiné à moi. J'ai attendu près de la grille, le cœur battant, espérant un regard, un mot, une étreinte. Mais Julien est passé sans me voir, un bras autour d'une fille que je ne connais pas, son rire clair et lumineux, résonnant dans l'après-midi. Je n'étais pas dans l'avenir que j'avais payé. Cette nuit-là, rentrée chez moi, j'ai fermé la porte et je suis restée dans l'obscurité jusqu'à l'aube. Pas de fête, pas de fierté de mère. Juste la certitude amère que certaines dettes ne seraient jamais remboursées parce qu'on ne les avait jamais reconnues. Et maintenant, après 24 ans, il m'invitait à déjeuner. Je ne savais pas si c'était l'espoir ou la douleur qui avait répondu au téléphone hier. Peut-être que ça n'avait pas d'importance. Peut-être qu'après tout ce temps, c'était la même chose. Après l'appel, je suis restée à la table de la cuisine jusque tard dans la nuit, l'horloge tic-tacant son jugement patient. Mes doigts traçaient des motifs invisibles sur le bois lisse. Comme autrefois, je suivais les petits doigts de Julien bébé, mémorisant chaque détail fragile. Je sentais l'ancienne faim revenir, ce désir désespéré de lien, de reconnaissance. L'envie de croire, de pardonner, d'essayer encore. Mais la femme que j'étais aujourd'hui n'était plus celle qui attendait aux grilles des universités ou aux portes vides. Plus maintenant. Dans une boîte en fer rouillée sur l'étagère la plus haute de mon placard, se cachait un secret que j'avais même caché à moi-même pendant des années, une pile de papier oublié poussiéreux. 20 ans plus tôt, après une rencontre fortuite avec une vieille dame pour qui je faisais le ménage, j'avais été convaincue, hésitante, sceptique d'investir une infime partie de mes maigres économies dans une petite entreprise en difficulté qu'elle soutenait. Je ne connaissais rien aux actions. À l'époque, je savais à peine équilibrer un chéquier. Mais elle m'avait regardé les yeux, pleins d'une étrange certitude, et avait dit « Fais-toi un peu plus confiance ». Alors je l'ai fait.
J'ai rangé les papiers, pensé que c'était un espoir insensé, et repris mes balais et mes aiguilles. Ce soir-là, j'ai sorti le dossier, les bords du vieux papier manille usé par le temps. Et là, en noir sur blanc, une lettre d'une société de courtage restée cachetée jusqu'au mois dernier, quand je m'étais enfin forcée à trier mes affaires. 5 millions d'euros. L'entreprise avait explosé. La petite graine que j'avais plantée, oubliée dans le sol aride de la survie, avait fleuri en quelque chose d'extraordinaire. Personne ne savait. Ni Julien, ni les quelques amis avec qui je parlais encore. C'était à moi seule, non par égoïsme, mais par instinct de survie. J'avais passé des décennies à être invisible. Maintenant, j'étais invincible. Et peut-être cette fête des mères, il était temps qu'ils comprennent la différence. Le restaurant était l'un de ces endroits branchés du marais avec ses briques apparentes et ses ampoules Edison essayant trop fort de paraître décontractées. J'étais assise à une table près de la vitre, les mains croisées sur mes genoux, feignant d'ignorer les regards apitoyés de l'hôtesse et des serveurs. Une vieille femme seule, le jour de la fête des mères, il pensait probablement connaître l'histoire. Il se trompait. À 12h15 précise, la porte s'est ouverte. J'ai vu Julien en premier plus grand que dans mon souvenir, mais plus mince, comme si la vie l'avait vidé par endroits. Sa femme le suivait, une femme élégante, polie aux yeux perçants, et 2 enfants, un garçon et une fille, peut-être 9 ou 10 ans, traînant des baskets sur le parquet ciré. « Maman », a lancé Julien, la voix pleine d'une excitation artificielle. Il s'est précipité pour m'enlacer, prenant soin de ne pas froisser son blazer hors de prix. L'étreinte fut brève, machinale, déjà oubliée avant qu'il ne s'écarte. « Bonne fête des mères », a ajouté sa femme, offrant un bouquet de fleurs de supermarché, celles qu'on attrape à la dernière minute, déjà fanées sur les bords. J'ai souri, poliment murmuré des remerciements, et les ai regardés s'installer. Les enfants ont sorti leurs tablettes, se coupant du monde, leurs visages éclairés par la lumière bleue. Julien s'est lancé dans des banalités, demandant des nouvelles de ma santé, de mes loisirs, complimentant même les boucles d'oreilles que je portais de vieilles babioles sans valeur, mises sans réfléchir. Il riait trop fort à des choses qui n'étaient pas drôles. Sa femme hochait la tête avec empathie à tout ce que je disais, son sourire aussi fin que du papier. C'était presque convaincant, presque. Le serveur a apporté les plats et quelque part entre la 2e tasse de café et l'addition, la conversation a basculé. « Alors maman », a dit Julien, jetant d'un coup d'œil à sa femme avant de s'éclaircir la gorge. « On pensait, ce serait bien de vivre plus près de toi. Les enfants pourraient te voir plus souvent, on pourrait t'aider si tu avais besoin de quelque chose. » Et comme... J'ai hoché la tête lentement, attendant. « Eh bien », a repris sa femme enchaînant sans accroc, « le marché immobilier est fou en ce moment. Les prix crèvent le plafond. On a trouvé une maison juste à 2 pas de chez toi, en fait. Mais l'apport... » Elle a ri légèrement, un son bien rodé. « C'est compliqué, surtout avec 2 enfants qui grandissent. » Julien s'est penché baissant la voix pour un ton qu'il voulait intime. « Juste un petit coup de pouce, maman. On est une famille. » Et voilà, la vraie invitation. La vraie raison. Pas parce que je leur avais manqué. Pas parce qu'ils se souvenaient de la femme qui pansait les genoux écorchés, bravait les matchs de foot sous la pluie ou coussait des costumes d'école jusqu'à l'aube. Parce que je pouvais encore servir. Parce qu'ils pensaient qu'il restait quelque chose à prendre. Je me suis adossée à ma chaise, pliant ma serviette calmement, et j'ai souri. Pas amère, pas en colère, juste lasse. Ils n'étaient pas venus pour me ramener dans la famille. Ils étaient venus pour prendre ce qu'ils croyaient encore leur appartenir. Et pour la première fois en 24 ans, je n'avais pas le cœur brisé. J'étais réveillée. Je ne les ai pas confrontés, je n'ai pas haussé le ton, ni posé les questions qui me brûlaient de la gorge. À la place, j'ai souri comme on sourit à un inconnu qu'on ne reverra jamais poli, détaché, évanescent. Ça a l'air charmant, ai-je dit, croisant les mains sur mes genoux, tandis que Julien et sa femme rayonnaient de l'autre côté de la table. Bien sûr, il faudra en reparler tranquillement une autre fois, ai-je ajouté légèrement, comme si seule la logistique nous séparait de ma supposée générosité. Leurs épaules se sont détendues. Ils pensaient avoir gagné. Nous avons fini le repas avec des politesses creuses et des embrassades raides.
Sa femme a même embrassé ma joue, ses lèvres fraîches et sèches, comme si me toucher était une petite corvée qu'elle tolérait poliment. Les enfants n'ont pas dit au revoir, trop occupés à tapoter leurs écrans déjà ennuyés, déjà absents. Quand ils sont partis, je suis restée à la table un long moment, fixant la tasse de café devant moi, l'anneau froid qu'elle avait laissé sur la nappe. Je n'étais pas en colère, pas triste, pas même surprise, j'étais libre. Ce soir-là, de retour dans mon appartement silencieux, j'ai ressorti le dossier, celui qui contenait les détails de l'investissement oublié. Cette fois, j'y ai ajouté un nouveau document, un testament fraîchement imprimé attendant ma signature. Chaque euro, chaque centime irait à la Fondation Solace, une association que j'admirais discrètement depuis des années. Un lieu qui accueillait des femmes abandonnées par les familles pour lesquelles elles avaient tout donné. Des femmes comme moi, des femmes à qui on avait dit qu'elles ne valaient que ce qu'elles pouvaient offrir et qu'on jetait quand elles n'avaient plus rien à donner. J'ai signé les papiers d'une main ferme, sans hésitation, sans regret. Julien et sa famille n'auraient rien, pas de maison, pas de chèque, pas d'héritage enrubanné d'obligations. Ils étaient venus pour des richesses. Ils repartiraient avec des souvenirs fragiles, bâtis sur des mots creux et des sourires faux. J'ai rangé le testament dans la boîte en fer et refermé le couvercle d'un clic discret. Dans cette pièce silencieuse, ça sonnait comme la fermeture d'une très vieille porte. Une porte qu'il ne retrouverait jamais. Le matin de la fête des mères s'est levé doux et doré la lumière caressant une dernière fois le parquet de mon vieux salon. Je me tenais au centre de la pièce, les meubles déjà partis, les murs nus, sauf pour les ombres pâles des cadres disparus. Il n'y avait plus rien à prendre, plus rien à retenir, plus rien à donner. J'ai scotché une note sur la porte, un simple carré de papier blanc, l'écriture petite et assurée. Puis j'ai pris ma valise, tourné la clé dans la serrure pour la dernière fois et je suis partie. À midi, j'étais déjà à des kilomètres le long de la côte normande, un trousseau de clés tout neuf dans ma poche, la mer scintillant au loin derrière les toits de ma nouvelle rue. L'appartement, la vie qu'ils pensaient pouvoir réintégrer n'était plus qu'une coquille vide. Un écho. Comme l'espace qu'ils avaient creusé en moi des années plus tôt et laissé vacant. À Paris, devant mon ancienne porte, Julien se tenait là les mains pleines, un bouquet de lys rose, légèrement fané sous la chaleur, une boîte emballée brillant sous son bras. Sa femme se tenait derrière son sourire crispé méfiant. Il a frappé. Une fois, deux fois. « Maman », a-t-il appelé la voix faussement légère, aimante, rassurante. Pas de réponse. Il a essayé la poignée. Verrouillée. Ce n'est qu'en voyant la petite note carrée scotchée à hauteur des yeux qu'il s'est arrêté. Je l'imagine se penchant, fronçant les sourcils, déchiffrant les mots simples nus tranchants. Comme du verre, tu es arrivé trop tard. Pas d'autre explication. Pas d'adieu. Je ne sais pas combien de temps il est resté là. Je ne sais pas s'il a juré, supplié ou ri pour cacher sa gêne. Je ne sais pas si les fleurs lui ont glissé des mains tombant avec un bruit doux et pathétique sur le seuil. Je ne sais pas parce que je n'étais plus là. J'étais déjà ailleurs, portée par un courant différent, un courant qui n'avait pas besoin de lui pour exister. Il y a des portes qu'on ne peut rouvrir une fois qu'on les a laissées rouiller. Il y a des gens qui ne comprennent le prix qu'une fois la facture arrivée. Et pour une fois, ce n'était pas moi de l'autre côté de l'adieu. Le village où je me suis installée n'avait rien d'extraordinaire, pas de gratte-ciel scintillant, pas de vitrines de luxe, juste des maisonnettes blanches alignées le long de ruelles sinueuses, l'air chargé de sel et de fleurs sauvages. On entendait la mer de partout, même les yeux fermés. C'était le son des fins et des débuts à la fois. J'ai loué une maison modeste, rien d'extravagant, mais avec une terrasse qui captait le soleil du matin et une boîte aux lettres tordues peinte en bleu vif. La première nuit, je n'ai pas rêvé de Julien. Je n'ai pas rêvé du tout. À la fin du premier mois, j'ai trouvé ce qui manquerait à ce lieu, la maison Solace. Un bâtiment simple, un peu délabré, près de l'ancienne marina, c'était un refuge pour les femmes qui n'avaient nulle part où aller, des femmes brisées par le silence, la trahison, l'érosion lente et invisible de leurs valeurs.
Je suis entrée un après-midi avec un chèque, non pas comme une donatrice cherchant une déduction fiscale, mais comme quelqu'un qui comprenait exactement quel genre de sauvetage ne se voit pas de l'extérieur. J'ai dit que je ne voulais pas de plaque à mon nom. Je voulais juste aider. Et je l'ai fait essuyant des tables, réparant des étagères cassées, lisant des histoires aux enfants, dont les mères s'endormaient en pleurant dans la pièce d'à côté. Pas de grands discours, pas de médailles, juste un travail discret, constant, qui tissait la trame de quelque chose de vrai. Quand la fête des mères est revenue, nous avons organisé un brunch dans la cour de la maison Solace. Des chaises pliantes empruntées à l'église, des nappes en plastique flottant dans la brise, l'odeur du pain frais et des fraises mûres emplissant l'air. Pas de cadeaux de luxe, pas de photos posées, pas de sourires forcés, juste des femmes, des survivantes, des guerrières rassemblées autour des tables, leurs enfants s'accrochant à elles avec cet amour pur brut sans transaction. Elles apportaient des fleurs cueillies à la main, des cartes en papier maladroite, ces cadeaux faits de leurs petites mains et de budgets encore plus petits, ceux qui pèsent plus lourd dans le cœur qu'un bouquet acheté par culpabilité. Je me tenais à l'ombre du vieux chêne, un verre de citronnade à la main, les regardant rire, les regardant vivre. C'était la première fête des mères en des décennies où je n'attendais personne qui ne viendrait jamais. Cette fois, j'étais exactement là où je devais être. Et pour une fois, la journée était pleine non d'attente, mais de paix. Je pensais autrefois que la maternité était un serment qu'on ne pouvait briser, qu'une fois qu'on donnait la vie, on devait chaque souffle qui suivait, peu importe la négligence avec laquelle on le traitait. Mais sous l'ombre douce du vieux chêne, j'ai enfin compris la vérité. La maternité n'est pas une dette, c'est un cadeau. Il est offert librement, tissé de nuits blanches et de prières silencieuses, fait de sacrifices que personne ne voit. Il est donné non pas pour être remboursé, mais parce que l'amour le vrai donne sans compter. Et quand ce cadeau est pris pour acquis piétiné, manipulé, ce n'est pas de la cruauté de le reprendre, c'est de la sagesse, c'est de la survie. Je croyais que lâcher prise était un échec, que poser ce fardeau signifiait abandonner quelque chose de sacré. Maintenant, je sais mieux. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est se choisir après une vie passée à être choisi en dernier. Certains ne vous aimeront que lorsqu'ils penseront qu'il y a encore quelque chose à prendre. Certains ne se souviendront de vous que lorsqu'ils croiront qu'il vous reste quelque chose à donner. Et quand vous cessez enfin de répondre à la porte, quand vous cessez d'offrir des morceaux de vous-même à découper, vous ne devenez pas moins. Vous devenez entière. Peut-être avez-vous vécu cela aussi. Peut-être que quelqu'un a pris votre amour pour une obligation à vie. Si c'est le cas, dites-moi. Quand avez-vous enfin réalisé que votre valeur n'était pas liée à leur reconnaissance? Quel fut le moment où vous avez choisi de vivre pour vous? J'aimerais entendre votre histoire. Parce qu'aujourd'hui, cet instant vous appartient aussi, à chaque femme qui a donné son cœur et qui l'a enfin repris,